Merci beaucoup. Donc, 10 minutes, moi, je vais aller court parce que finalement, Marc a vraiment bien mis la table. Alors, je vais pouvoir aller vraiment dans l'explication rapide de quelques phénomènes économiques. En fait, je vais reprendre quelques éléments de la lettre des économistes, mais en me concentrant sur peut-être les arguments qui me semblent les plus probants. C'est un méthanier. Ça ressemble à ça, ce qui va se promener dans le fjord puis qui va arriver. Il est éclairé de soir, là. Ça serait le fun éventuellement, s'il y a du monde en vidéo ici, de nous faire une belle petite animation avec le fjord entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, puis un méthanier qui rentre, puis tout à coup, on ne voit plus. Soit Tadoussac, ou on est du côté de Tadoussac, puis on ne voit plus Baie-Sainte-Catherine. On voit rien que cette grosse structure-là passer. Parce que c'est immense. Hein? On ne peut pas même penser là, la grosseur de cette structure-là. Donc, je tenais à en mettre un pour qu'on ait une idée de c'est quoi dans la vraie vie un méthanier. Il faut imaginer quoi, 2 par jour à peu près, si le projet voit le jour? Un par jour, donc qui rentre, qui se promène. Alors, je vais commencer par quelque chose de bien général. Là. Les hydrocarbures, le problème, c'est qu'il y en a trop. Il y en a toujours trop. Dès qu'on commence à extraire quelque part des hydrocarbures, on ne sait pas quoi en faire, puis il faut trouver des débouchés. Puis tout l'enjeu du gaz naturel liquéfié, c'est de trouver un débouché pour le secteur ou le segment d'extraction des hydrocarbures qui est le plus dynamique depuis au moins 30 ans, qui est le secteur du gaz naturel. Quand on regarde le taux d'évolution de la production d'hydrocarbures sur la planète, la courbe du charbon est à peu près de même. La courbe du pétrole est de même, puis la courbe du gaz naturel, elle monte à vitesse grand V, elle s'accélère. Et donc, on a un enjeu, il faut trouver quelque part pour brûler tout ce gaz qu'on a découvert, qu'on est capable d'extraire, on a investi dans la capacité d'extraction, et là, il faut le brûler quelque part. Et le GNL, c'est une stratégie de combustion, d'utilisation, une façon de faire pénétrer dans notre économie ce nouveau combustible. Très rapidement, là, on parle beaucoup de transition, mais en fait, pour les gens comme moi et d'autres dans la salle qui examinent le marché des hydrocarbures ou l'économie des hydrocarbures, on est dans une logique d'addition. On empile l'une par-dessus l'autre les sources d'énergie. On n'a pas de transition en ce moment. C'est un leurre. Le graphique à côté vous le montre. Là. Il commence en 92, il finit en 2017. Puis, c'est les sources d'énergie que la planète utilise. Il n'y a pas de transition. On a plus de pétrole, on a plus de charbon, on a plus de gaz naturel. Et donc, on est en train d'empiler l'une par-dessus les autres ces formes d'énergie. Marc l'a montré, je ne veux pas revenir sur le LNG, sur le GNL, sur ce que ça implique, mais juste pour vous dire qu'en ce moment, on est en plein boom du GNL. Je vais sauter tout de suite à ce graphique-là. C'est un boom qui s'en vient. Et l'essentiel, ça, c'est un graphique qui nous montre où va s'installer les prochaines usines de liquéfaction du GNL. En vert, vous avez la production actuelle. En bleu, vous avez la production prévue d'ici 2025. Et comme on peut voir, c'est en Amérique du Nord que ça s'installe. C'est le golfe du Mexique et c'est la côte ouest américaine. Le projet GNL Saguenay, c'est un très petit joueur dans un immense boom. Et cet immense boom-là, malheureusement, nous, on arrive après tout le monde. Et donc, la circulation du GNL va déjà être installée. Il va y avoir une circulation de la côte ouest vers la Chine. Il va y avoir une circulation extrêmement importante qui va partir du golfe du Mexique, qui est branchée sur tous les gisements qu'on a autour des Appalaches et qu'on a au Texas. Et qui va s'en aller soit vers l'Europe, soit vers l'Asie. Nous, on arrive après tout ce monde-là, une fois que tout est installé, et on s'en va où avec notre GNL? Bien, probablement en Europe. Je ne vois pas ailleurs où on peut aller parce que ça va coûter plus cher prendre notre GNL puis l'envoyer en Chine que les gens qui sont installés sur la côte ouest. Ça va coûter plus cher que les gens qui sont dans le golfe du Mexique parce qu'ils sont à côté du canal du Panama. Je pense que le continent africain va en importer puisqu'il va avoir une production importante de GNL en Algérie, entre autres. Il y a quelqu'un ici dans la salle, d'ailleurs, qui peut nous en parler. Donc, ça s'enligne qu'on va se battre avec les Russes pour avoir accès au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Allemagne, essentiellement. C'est là qu'on s'en va. Le problème de ces marchés-là, en ce moment, c'est que ces marchés-là sont en pleine restructuration à cause de politiques climatiques présentes où, finalement, le gaz naturel liquéfié se fait concurrencer par d'autres formes d'énergie comme l'éolien et le solaire. Et donc, on va rentrer dans ça. Alors,
Ça, je pense que c'est l'essentiel du message que je voulais transmettre sur cet aspect, je dirais, économique. Peut-être un dernier élément qui est extrêmement important pour le projet. Aucune usine de liquéfaction de gaz naturel liquéfié peut nous dire d'avance où s'en va son gaz. Il faut comprendre que c'est un marché de contrats à court terme. Ce n'est pas des contrats à long terme. Quand tu prends un tuyau et tu branches quelqu'un qui a besoin d'énergie sur quelqu'un qui en génère, donc tu branches un puits sur un moteur à combustion, une génératrice, mettons, bien, on sait ce qui passe dans le tuyau, puis ça ne peut pas aller à 10 000 endroits. Quand ça arrive au bout du tuyau, ça se fait brûler. Ça, c'est le système du gaz naturel traditionnel basé sur les gazoducs. Le boom du GNL, cette nouvelle façon d'absorber tous ces immenses volumes de gaz qui s'en viennent, là, le gaz naturel, c'est ce qui est en rouge, là. Ce nouveau marché-là, l'idée du GNL, c'est de copier le marché du pétrole. Le marché du pétrole, on a deux circulations. On a la circulation réelle du pétrole, on l'embarque dans des bateaux, on l'envoie dans la mer, puis ça s'en va vers des raffineries. Puis on a une deuxième circulation financière, où on spécule sur ces barils-là qui se promènent. On a ce que l'on appelle les barils en papier, puis les barils, mais ils ne sont plus en papier, maintenant sont électroniques, et les barils réels. Eh bien, le GNL a permis de créer de faire rentrer le gaz dans cette nouvelle économie à deux circulations. Parce que tant qu'on était dans une économie avec des tuyaux, puis des volumes qui se promenaient dans les tuyaux, puis que les tuyaux étaient dédiés, on ne pouvait pas avoir cette double circulation. Là, on a des volumes comprimés, qui se promènent dans des bateaux sur la mer, et là, on bide pour savoir où s'en va ce bateau-là, et à un moment donné, le bateau, il décide d'aller livrer son GNL à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit. Ça introduit de la flexibilité, de la liquidité, et ça permet de la spéculation sur ce qui se promène. Et donc, quand GNL Québec nous dit « Oh oui, ça s'en va là, à tel endroit, puis ça va remplacer du charbon », c'est de la boîte. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Et donc, il ne faut pas les croire quand ils disent ça. Ils ne peuvent pas le savoir d'avance. C'est un marché très volatile, très spéculatif. C'est pour ça qu'on l'a créé, le marché du GNL. Oui, ça, c'était comme mon cri de cœur sur cette slide-là. Bon, après ça, qu'est-ce que ça implique? Mettons, qu'est-ce que ça implique en termes d'analyse? Puis c'est un peu ce qu'on a fait ressortir dans notre lettre des économistes. Les principaux arguments de GNL, Marc en a parlé, j'y répète, là, excusez-moi de répéter, mais je vais peut-être les détailler un peu d'une manière différente. Le premier argument, c'est, en fait, nos arguments à nous, excusez-moi, pas les arguments de GNL. Nos arguments à nous, c'est on ne s'en sort pas. Quand on installe un tuyau quelque part, ça veut dire qu'on peut extraire plus d'hydrocarbures. C'est à ça que ça sert un tuyau de plus. Le facteur limitant dans l'extraction d'hydrocarbures, c'est la capacité de transport. C'est le goulot d'étranglement. Et donc, ce qui limite l'extraction, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la main-d'œuvre, c'est tout simplement la capacité de transport, la mise en circulation du produit. Tu rajoutes un tuyau quelque part, ça permet l'expansion de la production d'hydrocarbures. Si on installe un nouveau tuyau qui s'appelle un gazoduc, ça va permettre aux producteurs de l'Ouest d'augmenter leur production. Ça ne vise pas à amener ailleurs une production déjà existante. Quand on met un tuyau quelque part, c'est pour permettre l'expansion de la production. Alors, c'est quoi cette expansion? Eh bien, c'est des gisements dans l'Ouest, Montenay-Duvernay. C'est essentiellement des gisements qui vont être basés sur une extraction non conventionnelle, c'est-à-dire de la fracturation. En fait, selon l'Office national de l'énergie, qui a un nouveau nom maintenant, là, selon leurs propres études, d'ici 2025, il n'y en a plus de gaz conventionnel au Canada. C'est fini. On est rendu rien que dans du non conventionnel. Donc, c'est du... Alors, encore là, si GNL nous dit « Oui, non, mais ça va être conventionnel, on ne sait pas trop. » Oui, on le sait, c'est quoi qui va être dans le tuyau. Ça va être du gaz de 3 gisements principaux dans l'Ouest canadien. Ces gisements-là, essentiellement, c'est des méthodes d'extraction non conventionnelles, avec tout ce que ça implique en termes de problèmes au niveau de l'eau, en termes de problèmes au niveau des petits tremblements de terre, puis en termes d'émissions furtives. Donc ça, c'est extrêmement important à se rappeler. Et donc, c'est ça. Deuxième argument important, alors ça, c'est en amont du tuyau. En aval du tuyau, j'ai dit, on ne peut pas savoir où ça s'en va, c'est vrai. Mais on peut savoir l'effet. Ça, c'est tout simplement un problème économique de base. On peut savoir l'effet de l'apport d'un produit pas cher dans un marché où il y a des effets de substitution. C'est-à-dire où un produit peut remplacer l'autre. Tu rentres un produit moins cher que tous les autres. Ça a deux effets.
Le premier effet, puis en plus, tu augmentes le volume. Hein? Que ce soit des souliers de course, que ce soit des oranges ou que ce soit des hydrocarbures, c'est toujours la même logique. Quand on introduit quelque chose de cheap, ça a deux effets qui sont des effets de substitution. Premièrement, il y a un effet de substitution qu'on peut dire direct. C'est-à-dire que les nouvelles quantités vont remplacer d'autres quantités qui sont déjà là. Le Québec a ce problème-là en ce moment. On a de la misère à exporter notre hydroélectricité vers la côte ouest américaine. Pourquoi? Mais parce qu'il y a tellement de gaz naturel issu de fracturation des Appalaches que le prix de l'électricité est très bas et notre hydroélectricité ne concurrence pas le gaz naturel qui est en ce moment en train d'être extrait par fracturation sur la côte est américaine. Donc, notre énergie propre se fait éliminer du marché au profit d'une énergie sale. Oui, 2 minutes, c'est parfait. C'est exactement le même scénario qu'on pourrait voir apparaître en Europe, c'est-à-dire où le GNL chasserait des joules qui seraient propres. Ça, c'est l'effet immédiat. Mais le deuxième effet, c'est sur l'investissement. C'est que là, dans le futur, les futurs volumes, la future demande d'énergie pourrait se faire substituer, on pourrait voir les énergies sales se substituer dans l'avenir aux énergies propres. Et donc, ça ralentit la transition. Marc a fait l'argument, je pense que c'est important. Puis on a un mot pour ça, bien simple. Là. On peut appeler ça, entre nous, une substitution régressive. Hein? Tout simplement. On a une substitution progressive. L'argument du promoteur, c'est une substitution progressiste. Hey, c'est le progrès, là. On a du charbon, puis on va mettre du gaz naturel. Génial. Mais nous, on dit non. On s'en va vers des substitutions régressives où on va remplacer de l'apport futur, des investissements futurs en éolien, en solaire, par des hydrocarbures qu'on va brûler. Et donc, on a un effet de substitution régressive. Puis si ça ne marche pas, la substitution régressive, c'est quoi le résultat? C'est un éléphant blanc dans la baie du Saguenay. Ça veut dire qu'on a une grosse infrastructure qui ne sera pas rentable, qui n'arrivera pas à vendre son gaz, qui va demander de l'argent au gouvernement, on va avoir une grosse tâche dans le Saguenay. Et donc, ça, c'est l'autre effet. Si ça marche, hein, c'est damned if you do, damned if you don't. Si ça marche, eh bien, on a une substitution régressive. Si ça ne marche pas, on a un éléphant blanc. Bon, dernier point, ma conclusion. Hein, ça ressemble à ça le fjord. Hein? Il y a des gens qui connaissent ça bien. Là, je suis allé pogner une photo du parc. Bon, est-ce que d'installer une usine de liquéfaction puis de faire passer des méthaniers un par jour, c'est le meilleur usage qu'on peut faire de ce paysage-là? C'est la première question qu'un économiste écologiste va poser. La deuxième question qu'il va se poser, c'est on a de l'énergie propre. Est-ce que le meilleur usage qu'on peut faire de notre énergie propre, c'est de s'en servir pour refroidir de l'énergie sale, pour la mettre en bouteille, puis l'envoyer à l'autre bout de la planète, remplacer là-bas de l'énergie renouvelable? C'est une analyse en termes de coût d'opportunité environnementale. Ou est-ce que notre énergie propre, on ne devrait pas que chaque joule est hyper précieuse parce qu'elle a été arrachée au territoire, au terrain de chasse des Premières Nations, arrachée aux habitats des caribous, arrachée aux tourbières, bon, on l'a fait, ce dommage environnemental-là, on l'a maintenant. Eh bien, est-ce que c'est le meilleur usage qu'on peut faire de cette énergie-là que de tout simplement s'en servir comme compresseur? Parce que c'est essentiellement ça qu'on fait. C'est un job de compresseur. Ou est-ce qu'on ne pourra pas faire des affaires vraiment plus utiles socialement? Voilà ma conclusion.